jeune, qui n'a pas grand-chose, mais qui a de l'ambition, et qui va à la fête d'un homme puissant pour essayer de le rencontrer, lui demander de l'appuyer, et il croise un personnage un peu étrange, qui a un manteau gris, qui est terne, et qui lui fait une proposition toute bête, de lui donner grosso modo ce qu'il veut, surtout la fortune, en échange de rien, son ombre. Ah oui. Et, oui, non, c'est formidable. Et tout le livre... Il faudrait que tu me dises le titre exact au de début, cet homme. Oui. C'est Peter Schlemihl, c'est le nom du personnage qui est le titre. Oui, je n'ai pas de je te donnerai absolument, ça tout à oui, j'ai besoin. c'est pas très long, c'est magnifique. Enfin, Chamisso, c'était auteur allemand, c'est bien, mais c'est extraordinaire. Et sur le plan du mythe, effectivement, c'est-à-dire que ce personnage... Ça, oui. Mais peut-être que Strauss s'est inspiré de ça. Très ça probablement, de toute façon, c'est contemporain, je pense que c'est un tout petit peu après. Mais c'est effectivement cette sensation que l'ombre, la part d'ombre, est quelque chose de vital. Absolument. Et que sans, on est dépouillé comme écorché. Oui, oui. Et on ne peut plus avoir cette relation avec le réel et l'image qu'on s'en fait. Absolument, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, et je dois dire que lorsque je fais certains dessins, eh bien, il m'arrive d'accentuer par exemple un côté, le côté du cou, avec une légère... j'ai passé du pastel sur un papier, j'ai passé mon doigt sur le pastel, et j'accentue légèrement. J'amène un tout petit peu de vie parce que je le fais sortir du papier. Oui, c'est vrai, c'est cela. Ton histoire aussi me rappelle l'histoire du soldat, qui est, là, c'est une autre chose, c'est le violon, en échange de ce qu'il voulait, de tout ce qu'il lui propose, des merveilles. Mais c'est une chose. Là, dans l'histoire que tu m'as racontée, c'est une histoire où il y a le consentement. Il y a le consentement dans La femme sans ombre, c'est une malédiction. C'est une malédiction, tout à fait. Oui, oui. Là, il y a contre son consentement et l'autre... oui. Mais... Il y a le consentement par inconscience. Oui. Qu'est-ce qu'une ombre? Oui, parce que lui ne sait pas ce à quoi il s'expose. Et c'est la découverte de l'aspect indispensable de l'ombre. Mais tu verras, ce livre est magnifique parce qu'il se termine par une rédemption de Schlemihl. Et une envolée... C'est Schlemihl. 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 S-C-H-E-M-I-L. S-C-H-L-E-M-I-L. Peter Schlemihl. C'est... Enfin bon. Mais ça recoupe effectivement ces mythes qui montrent à quel point l'ombre... Je ne sais pas quel est le lien avec la culture japonaise. Il n'y en a peut-être pas de façon évidente. Mais ça montre que ça n'est pas spécifiquement oriental. Non, c'est une autre façon de voir les choses. L'ombre existe en Orient comme elle existe en Occident, dans notre monde. Et donc elle a pu influencer, bien sûr, des créateurs qui sont peut-être plus sensibles et qui J'ai vu l'autre jour un petit film extraordinaire, une petite vidéo sur Facebook d'un enfant qui, sur une plage, voit son ombre et veut lui marcher dessus. Et donc, il danse, il soulève les pieds et il va vers l'ombre, mais l'ombre avance en même temps que lui. Donc, il est tout surpris, il fait le tour, il essaye de faire le tour. Mais bien sûr que il l'a devant lui, mais il l'a devant lui ici, il l'a devant lui là-bas, il l'a toujours. Et ça, c'est extraordinaire. C'est vraiment extraordinaire. Un enfant qui découvre d'un seul coup qu'il produit ça, et il ne sait pas d'où ça vient, parce qu'il ne sait pas. Il doit donc une forme qui a l'air de lui ressembler, et qui bouge et qui vit. Et qu'il veut, dont il veut s'approcher, et qu'il veut s'approprier d'une certaine façon, mais c'est impossible. Est-ce que dans l'ombre aussi, dans les images sombres, et il n'y a pas plus facilement une profondeur que sur une image plus claire? Dans l'espace, tu vois. Oui, l'ombre crée le volume, et le volume crée les dimensions dans l'espace. Absolument.
il détache. L'ombre détache, par exemple, ou souligne. On le voit, par exemple, lorsqu'il y a des projecteurs croisés sur une personne, on voit de multiples ondes qui sont évidemment le produit de la lampe qui les éclaire. Mais ça, c'est intéressant. Ça, c'est aussi très intéressant. D'ailleurs, tous les spectacles sont faits avec de l'ombre. Alors, peut-être qu'on parle de deux choses un peu différentes, si tu veux. C'est que là, dans le spectacle et dans l'éclairage, il y a l'ombre portée, la multiplication des ombres portées, l'enfant qui joue avec son ombre portée et qui découvre. Et l'ombre proche de l'obscurité, presque obscurité, mais pas tout à fait. C'est dans le pas tout à fait qu'il y a des choses essentielles qu'on arrive à percevoir. Et là, c'est plus une ombre portée par la lumière, c'est des petits éléments de lumière qui émergent de l'ombre. C'est ce que tu retrouves dans le livre de Tanizaki, Oui. Qui est tellement bien exprimé, dans cette espèce d'à peine... la lumière est ténue, est à peine... mais la lumière, ce que l'ombre veut bien lui laisser encore entrevoir, mais l'ombre caresse la lumière jusqu'à la posséder complètement. Mais justement, cette lumière qui est là est beaucoup plus touchante encore, parce que l'ombre lui fait un écrin complet. Voilà, je pense que l'ombre est un écrin. Dans ce que Tanizaki veut, dire, je ne parle pas de l'ombre projetée, mais de l'ombre elle-même, comme elle caresse l'objet. Quand il parle de l'or, il est caressé par l'ombre. L'ombre d'un tokonoma, dans une pièce, cet espace qui est presque un endroit secret, et qui est comme nous, ce que nous avons en nous, cette part d'ombre que nous portons aussi. L'ombre est absolument essentielle. Pour moi, la lumière est bien sûr, l'ombre et la lumière, mais entre les deux, combien de nuances, combien de merveilles, combien de possibilités. Et pour toi, c'est l'ombre qui caresse la lumière, c'est pas la lumière qui caresse l'ombre. Ah non, c'est l'ombre qui caresse la lumière, bien sûr. Non. La lumière, elle, envahit. La lumière est envahisseuse. Dès qu'elle est là, ouf. Tandis que l'ombre, elle, est plus subtile. C'est très subtil, l'ombre. Très, très subtil. Et les formes. Est-ce que la forme, pour toi, a une existence en soi? Tu parlais de rotondité, ou est-ce que c'est un produit du trait, du mouvement? Le trait me sert à définir la forme, mais la forme naît justement du mouvement que je fais, parce que lorsque je fais des personnages, il est sûr que le personnage est fait de différentes formes. Si j'ai à le découper, disons, il y a la tête, il y a le tronc, il y a les jambes, il y a les bras. Le corps, si j'ai... ce que je dois dire aussi, c'est que chose que je n'ai pas abordée l'autre fois, c'est que je ne fais, en général, sur un dessin, je ne fais qu'un plan. Le premier plan. Il n'y a pas de deuxième plan. Donc, le premier plan doit forcément se définir par des formes. Il n'y a rien derrière qui pousse la forme. Donc, il faut que la forme elle-même ait une vie suffisamment forte pour exister dans mon dessin. Et je choisis pour cela, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, sur la courbe. La rotondité, c'était pas complètement rond, mais la courbe est là. Je suis incapable de faire une ligne droite. Je fais une ligne droite qui a toujours une variation, soit au son début, soit une fin, et même le crayon lui-même me laisse une fin qui est... bon, mais... hier, pas plus tard qu'hier, en parlant justement d'Okuzai, dont je peux te citer exactement les mots. Et
justement sur là-dessus, je vais pouvoir te dire quelque chose. Ça, c'est un texte qui a été, pour moi, ça a été le grand bouleversement dans ma vie. J'en ai parlé, je crois, l'autre fois, de Kusaï et de ça, de cette exposition au Kusaï. Mais là, j'ai les mots exacts. L'autre fois, je les citais de mémoire, mais là, ce sont les mots transcrits exactement. Tout ce que j'ai produit avant l'âge de 60 ans ne vaut pas la peine d'être compté. Puisqu'il était à ce moment-là l'un des peintres les plus connus, avec Hiroshige ou Tamaro. Mais c'est à l'âge de 73 ans que j'ai compris à peu près la structure de la nature vraie, des animaux, des arbres, des herbes, des oiseaux, des poissons et des insectes. Par conséquent, à l'âge de 80 ans, j'aurais fait encore beaucoup plus de progrès. À l'âge de 90 ans, je pénétrerai le mystère des choses. À 100 ans, je serai décidément parvenu à un degré d'émerveil. Et quand j'aurai 110 ans, chez moi, soit un point, soit une ligne, tout sera vivant. Ce que cela m'a apporté, c'est que voilà un homme qui a peint toutes les choses possibles et inimaginables, que ce soit des femmes, des enfants, des drames, des samouraïs, le Fuji, des paysages. Il a peint beaucoup de personnages, oui. Mais que, arrivé quand même là, à l'automne de sa vie, il se rende compte que, eh bien, il faut qu'il aille encore plus loin de ce qu'il a porté jusque-là, et que petit à petit, il allait se débarrasser de l'inutile. Aussi, le regard que j'ai eu là-dessus, c'est que cela m'a donné l'idée que, arrivé à un certain âge où les gens ici rentrent à la retraite, moi je continuerai à travailler. Pourquoi? Parce que le plus important, c'est devant. C'est pas derrière. Et donc en arrivant à ce point et ce trait, tout sera vivant, j'ai envie dans mon exposition non seulement d'exposer ce texte de Hokusai, mais de parvenir à faire un seul trait sur un papier et de l'exposer ce trait, et de faire un point et de l'exposer à côté. Donc que le point et le trait entourent par une mise en scène ce texte, parce qu'il dit tout. Ce point et ce trait, débarrassé des formes, parce que c'est vrai qu'on peut être prisonnier des formes. Les formes, ben oui, ont des formes, et si on veut les décrire, eh bien, il y a à les recréer. Moi, je ne suis qu'un créateur de simples formes. Il est rare que je fasse des dessins très compliqués. Quand je dis compliqué, c'est-à-dire j'épure. Et d'ailleurs, j'avais écrit un texte il y a longtemps qui disait textuellement: dessiner comme respirer, un souffle, un trait. Le dessin, c'est ma façon à moi, la plus spontanée, la plus immédiate, la plus brutale de ce que je peux et veux exprimer. J'aime le dessin. Papier, crayon, pastel, accessoires indispensables à mon plaisir. J'essaie tous les papiers, tous les crayons, tous les pastels. J'essaie tout sur tout, parce que tout, justement, tout est toujours possible. Certitude ou accident, le trait qui vient est la somme de tous ceux que j'ai tracés jusqu'ici. 1000 traits se suivant comme un seul et unique trait, comme une trace nette de ce vers quoi je tends inconsciemment, en élaguant dans le temps ce qui désormais me semble superflu. Juste quelques traits comme une économie, comme une stricte nécessité au signe, juste quelques traits comme un frémissement de pastel dans le silence de mes feuilles blanches, juste quelques traits et plus rien que cela. C'est le meilleur texte que j'ai jamais écrit sur mon travail. En tout cas, il est parlant. Il est très parlant. Voilà, en élaguant dans le temps tout ce qui désormais me semble superflu. C'est ce qu'il a fait lui. Et d'arriver à l'essentiel, c'est ça, moi j'espère, je voudrais bien me satisfaire de ça. Or, pour l'instant, je suis en route. Épurer, c'est densifier aussi, c'est-à-dire que c'est pas dans se débarrasser de l'inutile pour arriver à l'essentiel, c'est pas alléger la chose, c'est la densifier, c'est-à-dire que ce qui reste Donner du sens. pèse beaucoup plus, Voilà. En sens, émotion. C'est l'histoire de l'empereur. Oui. C'est l'histoire on arrive à un point, c'est tout. C'est tout. C'est tout.
C'est tout, c'est ce qu'il a fait, c'est ce que le peintre a fait devant l'empereur. Il pouvait risquer la mort, mais il l'a fait, et l'empereur a compris, parce que c'était un grand lettré aussi, il a compris ce qu'il a voulu faire. Et moi, je trouve ça extraordinaire. C'est vrai, si j'arrivais, moi, à ne faire que ça, pour moi ou pour d'autres, je ne sais pas, je pense que ça serait le summum, quoi. Est-ce que c'est pas un peu le mouvement de tout créateur, que ce soit en art graphique, en littérature, en musique, d'arriver à cette densité de sens, à concentrer tout un univers en un minimum de choses? Peut-être. Peut-être. Moi, je vois le travail de Matisse, par exemple, qui, tout au cours des ans, a développé son dessin en l'épurant complètement. Complètement. Lorsqu'il a fait les panneaux décoratifs pour une église qui est... je ne me rappelle plus le nom. Il a épuré complètement la forme des feuilles, la forme même du sein, la tête n'était plus qu'un rond, la cape est devenue quelques traits. Et c'était le summum, disons, de la croyance pour lui, c'est-à-dire il n'y avait pas besoin de représenter des traits dans le visage du saint. Il était là, évoqué, il était présent. Et les feuilles aussi qui parlaient de la vie... alors que si l'on voit Monet, au soir de sa vie, il a fait des paysages, il a construit, oui, ses toiles étaient mais des feux d'artifice extraordinaires, c'était le contraire. Mais c'était fantastique, je comprends l'un et l'autre. J'ai eu des réactions physiques très fortes, en voyant les derniers tableaux de Matisse, où il faisait flamber sa maison de Giverny. Elle était prise dans des flammes, littéralement. De Monet, oui, pardon. De Monet, je disais quoi? De Baptiste. Ah oui, non. De Monet. Ça a été extraordinaire. Tout comme j'ai presque des tremblements lorsque je vois certains dessins de Matisse. Je m'identifie complètement à l'artiste qui a dessiné ça. C'est pour moi la quintessence du dessin aussi. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est vrai que dans ces visages, fait à l'encre en particulier, au pinceau, il y a des répétitions, un peu peut-être systématiques, le même visage. Mais je pense qu'il cherche le point. C'est comme quelqu'un qui ferait toujours le même point. Enfin, le même. Un autre à chaque fois. C'est un autre point à chaque fois. On ne répète jamais la même chose. C'est impossible. On fait un point comme on fait un tableau. Pardon ? On fait un point, oui, dans ce que tu dis, comme on fait un tableau. Oui, c'est-à-dire tout à que fait. le point est le style. Il faut que j'arrive à le genre, sentir, si tu veux, dans lequel tu vas faire à chaque fois quelque chose de différent, qui peut être complètement différent, ou qui peut être une poursuite toujours de ce même sens. Mais ça dépend de ce que chaque créateur a à dire. Et est-ce que tu ressens du vide dans ce que tu fais, dans ce que fait Matisse, ou dans d'autres choses qui sont fortes? Oui. Je pense aussi que j'ai arrêté de créer lorsque mon atelier a commencé à voir s'accumuler 1000 choses qui encombrent mon œil, qui encombrent mon espace, qui encombrent qui me gênent même, que l'objet soit loin, mais j'ai des grands désordres. J'ai tellement travaillé dans ma vie, tellement accumulé de choses, de livres, d'objets, etc., qu'ils sont partout dans mon atelier, que ça me gêne. Cela me gêne. J'ai un désir, un grand désir d'espace. J'ai un appel comme ça, même du vide. J'ai besoin de vide. C'est pour ça que la feuille blanche, je reviens sur la feuille blanche. La feuille blanche, le populaire dit que l'écrivain a l'angoisse de la feuille blanche.
qui n'existe pas pour moi. Il est peut-être un peu plus présent ces temps-ci, parce que c'est le désordre ambiant qui me trouble, qui trouble ma vision de cet espace. Mais si je n'ai rien qui arrête ma vue, et que je suis face à une feuille blanche, c'est-à-dire au vide de la feuille blanche, je suis le plus heureux des hommes. Parce que tout va être possible. Je peux m'élancer vers la droite, vers la gauche, je peux monter, je peux descendre, je peux faire naître des formes dans des lignes, des personnages et des mondes entiers dans cet espace. Et le vide est mon ami. Et quand on voit un spectacle de mime, cela ne peut se passer, non pas de pantomime qui s'accommode de décor, mais de mime le vide est nécessaire pour que l'ampleur du geste qui est amplifié à ce moment-là prenne toute sa dimension et fasse naître ce qui n'est pas. C'est le vide qui permet ça. Le vide, c'est la liberté. Pardon ? Le vide, c'est la liberté. C'est la liberté, oui. Et je reviens sur ce que disait Étienne Decroux dans son livre « Paroles sur le mime ». Une phrase m'avait bouleversé, je suis revenu je ne sais combien de fois dessus pour bien la comprendre. Parce qu'au début, je ne la comprenais pas. Mais après avoir vu des tas de spectacles de mime et de Buteau, j'ai oublié de parler du Buteau, qui est pour moi une rencontre absolument unique. Decroux a écrit dans son livre « Un certain creux dans l'espace marquera la place de l'absent ». C'est qu'à ce moment-là, il n'y a rien, et pourtant il y a quelque chose. Ce que ton imagination veut bien mettre dans ce vide-là. C'est l'empreinte. Pardon ? C'est l'empreinte. C'est l'empreinte. Un certain creux dans l'espace marquera la place de l'absent. Mais c'est extraordinaire. Tout comme je t'avais montré le principe du verre. Bon, c'est la même chose. Il n'y a pas de verre et pourtant il est là. Ce n'est la prégnance de la main qui montre que je prends quelque chose, le geste exacerbé. Il n'est pas là et pourtant il est là. C'est toi qui le recrée. Donc c'est un grand travail. Je donne à ce moment-là des clés au spectateur. Le mime donne des clés au spectateur pour recréer une situation. C'est-à-dire que dans le vide, Oui. il y a potentiellement tout, et que quand tu dessines, quand le mime bouge, Oui. il choisit, il oriente, il dégage ceci plutôt que toute autre chose. Oui. Et que c'est pas quelque chose qu'on apporte de soi et qu'on met sur le papier, un réceptacle, un plateau, c'est quelque chose qui